رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Suite à l'émission Question à la Une, est-ce que vous l'auriez vu éventuellement faut-il craindre la montée de l'islam en Belgique? Non, j'ai pas vu l'émission. Pour vous, est-ce qu'il faut craindre la montée de l'islam en Belgique? Ça dépend de quel islam on parle. Si c'est l'islam radical, oui. Mais l'islam n'a pas de valeur terroriste ou radicale pour le vrai islam en fait. C'est quoi l'islam radical pour vous? C'est l'islam extrémiste, c'est-à-dire qui veulent à tout prix imposer leurs opinions aux autres, tout simplement. Et vous venez souvent prier dans cette mosquée? Oui, tous les vendredis. Pour vous, elle porte des discours Vous avez vu le discours aujourd'hui, parler sur le mensonge, rien de radical. Ils étaient loin d'être authentiques au niveau de la traduction. Donc vraiment, ils étaient à côté de la plaque au niveau de la traduction. Je ne peux pas dire au niveau des intentions si c'était voulu ou s'ils avaient quelqu'un qui ne maîtrisait pas la langue arabe. Mais en tout cas, au niveau de la traduction, il y avait du travail à faire. De ce qu'ils ont montré à la télé, d'après ce qu'il a parlé, l'imam, je trouve que c'est pas la bonne traduction qu'ils ont fait. Quand même, ils ont un peu exagéré sur notre mosquée parce que ils ont pris seulement un petit passage d'un imam qui était en passage ici, dans cette mosquée. Nous, ici, ça fait 14 ans, on a toujours prêché la tolérance, on a toujours essayé de vivre avec tout le monde. Les voisins ne se sont jamais plaints, on est bien acceptés dans le quartier et nous sommes entre nous, entre frères et sœurs, que ce soit musulmans ou non musulmans. Alors, ce qu'on voit dans le reportage, mettons-nous dans le cadre, on voit des images d'une caméra cachée qui nous fait entendre qu'un imam dit des propos, on va dire, fermés. Si De Boursus s'était préoccupé de cet aspect-là des choses, il aurait peut-être fourni un réel travail d'investigation. Il se serait très vite rendu compte que l'imam en question n'était pas l'imam habituel de cette mosquée. Il n'était présent que depuis quelques semaines. Et s'il s'était intéressé aux rites et pratiques de cette communauté, à ses codes de langage, il aurait très vite appris qu'un imam ne représente que lui-même, car il n'y a pas de clergé dans l'islam et que dès lors, ses propos peuvent faire l'objet de débats et de controverses avec les fidèles. Les responsables sont très proches du pouvoir communal en place. Il se serait également préoccupé de l'impact d'un tel reportage sur les riverains non musulmans de la mosquée. C'est un peu irresponsable ce qu'il a fait, parce que ça ne va que créer qu'un sentiment d'insécurité encore plus appuyé au niveau du voisinage, vous voyez, alors qu'à la base ça se passe très très bien. C'est juste une question de sémantique en fait, on est tous pareils. Moi, je veux que mon enfant soit en sécurité lorsque je l'emmène à l'école le matin, comme n'importe quel catholique ou quel athée ou quel juif. Enfin, on est là pour vivre ensemble. Que je sois musulman ou pas, je vois pas où est le réel problème. Le fait est qu'il y a un droit des cultes ici en Belgique et nous avons le droit de vivre notre culte le plus simplement possible. Mais apparemment d'autres personnes ont un autre regard sur cela et ça existe dans tous les domaines, hein. C'est pas nouveau, ça existe depuis la nuit des temps et ça continuera encore. Le plus important pour nous, c'est justement de relever la vérité. Pour moi, tout ça a pris beaucoup de temps aux uns aux autres et donc très sincèrement, je pense que maintenant le temps est passé d'aller de l'avant. Voilà. Alors beaucoup de musulmans se disent, est-ce qu'il y a encore une place pour l'islam ici en Europe, en Belgique, ou est-ce qu'on doit craindre encore une montée de l'islamophobie suite à ce genre de diffusion? Écoutez, il y a des incidents, c'est la vie qui veut ça, hein, donc il y a des moments plus difficiles, mais bon, ceci dit en passant, le vivre ensemble est plus que jamais envisageable et possible. Vous voyez bien, Bruxelles n'est pas à feu et à sang, donc ne donnons pas aux événements une portée qu'ils n'ont pas. Comme je dis, essayons d'être constructifs, positifs et exigeants les uns vis-à-vis des autres, comme j'essaye de le faire dans ma commune. Le 7 février, c'était une protestation qui émanait de militants socialistes, de militants syndicaux, de militants de la laïcité organisée, de militants du PS, d'extrême gauche. Et on ne retiendra que Souheil Chicha, alors que je n'étais qu'un des participants, je n'étais même pas l'organisateur en réalité. On entendait les slogans sur Internet, Burqa Blabla. Pourquoi Burqa Blabla?
Eh bien, Burqa Blabla est le nom d'un article de Serge Halimi. C'est un article publié dans le Monde diplomatique, et qui fait le constat suivant. Tous ces discours sur le foulard, sur le halal, sur la burqa sont en réalité des discours de crise. C'est-à-dire, pendant qu'on parle du foulard, on ne parle pas de la crise économique, de la pauvreté, de l'attaque sur les acquis sociaux, sur l'attaque des acquis politiques. C'est une manière, si vous voulez, c'est un discours de diversion. Et Serge Halimi concluait que les Français s'intéressaient plus au nombre de minarets en France qu'ils ne s'intéressaient aux milliards d'euros détournés en France. Je rappelle que notre demande ne portait pas sur la censure ou ne visait pas à empêcher Caroline Fourest de débattre, mais revendiquait bien un débat contradictoire avec Caroline Fourest. Pourquoi? Nous souhaitons un débat contradictoire avec Caroline Fourest parce que nous estimons que le discours raciste, le discours islamophobe, celui qui fait si bien le lit de l'extrême droite, n'est si bien défendu que par Caroline Fourest précisément. L'islamophobie de gauche comme l'islamophobie de droite, elle n'est pas plus honorable lorsqu'elle se prétend à gauche qu'à l'extrême droite. Mesdames, vous mettez un texte dans le Wall Street Journal qui s'appelle "On est en Orient", où elle développe la thèse que les Arabes sont incapables de s'intégrer. Donc nous voulions avoir l'opportunité de déconstruire le discours de Caroline Fourest. Ce qu'elle a refusé, puisque dès que la parole m'a été imposée, si je puis dire, elle est venue, elle m'a agressé physiquement, les images en attestent, mon micro a été coupé, interpellé lorsque je l'ai interpellé sur un de ses textes qui est l'équivalent du protocole des sages de Sion et qui s'intitule « La guerre pour le rabbi ». Alors vous prenez le texte, le protocole des sages de Sion, vous substituez la figure du musulman aux figures des juifs et vous avez le texte de Caroline Fourest. N'étant pas capable, et elle le sait, d'assumer ce texte, elle va mentir en disant qu'il s'agit d'un texte qui parle de Sarkozy. Pas une seule fois, le nom de Sarkozy n'est cité dans ce texte et j'invite vos auditeurs à aller lire ce texte. Et je pense qu'elle a préféré fuir plutôt que d'affronter le débat et c'est elle qui a décidé de partir. C'est le recteur qui, dans un premier temps, a décidé de suspendre les débats. Ce qui arrive assez souvent, vous savez, des chahuts dans une enceinte parlementaire ou démocratique participent du jeu démocratique. Lorsque des participants, lorsque des présents à une assemblée démocratique entendent rappeler à l'un des orateurs qu'ils violent les valeurs qui les réunissent, ils chahutent. Ça se voit, c'est dans l'histoire de l'université, c'est dans l'histoire de tous les parlements démocratiques. En règle générale, on suspend la séance et on attend que les esprits se calment pour reprendre. En l'occurrence, lorsque le recteur a suspendu la séance, les Burqa Priders ont quitté l'auditoire. Et nous étions persuadés que les débats allaient reprendre. Nous avons été candides, nous avons joué le jeu du débat démocratique et nous avons été piégés tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé une dramaturgie, ils ont créé un spectacle avec un grand méchant islamiste qui vient à lui tout seul censurer l'ULB. Je peux vous dire que la rhétorique de l'inversion est une rhétorique extrêmement dangereuse. Je rappelle que les nazis étaient terrorisés par les juifs. Alors voilà, des nazis qui avaient très très peur des juifs, mais qui les exterminaient. Donc vous avez ici une société qui est qui a développé, je veux dire, au lendemain de la Burqa Pride, vous avez une formidable hystérie raciste, et c'est la société qui dit avoir peur des musulmans, alors qu'elle les dénigre et les calomnie à longueur de médias, à longueur de journée. Il est impossible d'ouvrir la radio ou d'allumer la télévision sans se voir insulté en tant que musulman ou en tant que proche de musulman. Je veux dire, moi, quand l'image que l'on donne de la femme qui porte le foulard, j'ai beau ne pas en porter un, mais c'est ma mère qu'on insulte. Et moi, il m'est impossible d'ouvrir les médias sans me faire insulter. Par rapport à cette émission, moi, je suis resté scié. Parce que M. de Boursu ne m'a pas vendu cette émission. Il a été très clair lorsque je l'ai rencontré à la maison communale de Scarbeck, c'était pour enfin donner, me dit-il, la parole aux musulmans pour qu'on puisse les entendre, qu'ils expliquent leurs souffrances, leurs problèmes d'intégration. Et donc d'où l'idée qui a germé de
justement pour aller au fond des choses, démontrer qu'il y a même des discriminations au logement, puisqu'on nous accuse de communautarisme, de vivre dans des ghettos comme Molenbeek, Anderlecht ou Schaerbeek, ben, je vais bien expliquer qu'on n'avait pas le choix. Que si moi je voulais vivre dans un quartier un peu plus huppé, d'abord financièrement ce serait difficile, et puis même si financièrement j'avais les moyens et les possibilités, on va vite se rendre compte qu'il y a, même au niveau du logement, une discrimination assez effarante. Alors il y a ce qui vous a avancé, puis il y a eu l'émission en elle-même. Ah oui, là... Vous vous êtes senti trompé? Oui et non. Non, parce que je connais le concept de question à la une, et quelque part j'étais à moitié surpris, déçu. Et oui, quelque part, parce que le personnage était très clair. Autant au téléphone, autant lorsque je l'ai rencontré à la commune de Schaerbeek, il n'était pas question de stigmatiser. Le titre de l'émission, qui est tout à fait scandaleux, qui est accrocheur, qui est provocateur, qui est un amalgame bourré de préjugés, bien évidemment, à la fin de l'émission, on peut dire que oui, il faut craindre la montée de l'islam, bien évidemment. Ces gens sont quelque part dangereux. Il y a aussi cette erreur très grave par rapport à M. Almanti, qui est conseiller communal d'Anderlecht, où on donne l'impression que le monsieur est interviewé juste après la prêche, et on se rend compte que M. Almanti a été interviewé 1 mois après cette prêche. Et donc, à un moment donné, ce ne sont plus des erreurs. C'est, me semble-t-il, quelque part, une volonté délibérée de jouer la provocation, et ce n'est pas digne d'un service public comme la RTBF. Moi, je n'ai pas envie de dire ici que la RTBF est islamophobe. Pour moi, je pense que non. Elle ne l'est pas. Simplement, par rapport à cette émission provocatrice, malheureusement, on a versé dans les préjugés et malheureusement, on tend beaucoup vers l'islamophobie. Je voudrais faire une parenthèse par rapport à M. Moreau, qui a fait une comparaison avec les méthodes. Il n'a pas dit que la RTBF, c'était Goebbels. Très important de le souligner. Mais il y a des méthodes qui ressemblent beaucoup à ce qui se faisait dans les années 20 et 30 avec la communauté juive. Et donc, quelque part, M. Moreau a totalement raison. D'ailleurs, ça a provoqué un tollé. Pourquoi ça a provoqué un tollé? Parce que ça vient d'un homme d'État qui porte une loi antiraciste, il y a une loi antiraciste qui porte son nom, et donc il a mis les pieds dans les plats. Et là, ça a dérangé, bien évidemment, l'intelligentsia médiatique et politique. Là, on n'a plus parlé de questions à la une. Je suis vraiment très très déçu parce que voilà, pour une chaîne du service public qui a une mission d'utilité publique, je suis assez déçu que voilà qu'on porte à l'écran, au petit écran, des images qui portent plus vers le sensationnalisme, vraiment vers des clichés, des préjugés. Et ce n'est pas la première fois que voilà que ce type d'émission passe sur le petit écran. Et là, je trouvais que c'était un peu trop parce que vraiment, on sent vraiment que voilà qu'il y avait un propos qui a été bien orienté. On a cherché vraiment à faire vendre des images. On est des citoyens, on constate une série de choses qui nous sont proposées par la télévision publique ou autre, et donc on est invité à réagir, à proposer et des alternatives. C'est-à-dire qu'on a également la possibilité de pouvoir manifester nos propres productions, nos propres regards, nos propres émissions, nos propres, en tant que citoyen, je ne dis pas en tant que musulman, c'est-à-dire de proposer un débat, un réel débat. Et donc je pense qu'aujourd'hui, depuis 1989, c'est-à-dire depuis le début des polémiques médiatiques touchant à la question de l'islam, on est quand même devant un déficit par rapport à l'idée de produire autre chose que de rentrer pieds joints dans la polémique. Et systématiquement, c'est vrai qu'il y a des critiques constructives, intelligentes, qui sont pertinentes, mais qui restent dans la logique de la polémique. Et ça, en soi, c'est problématique. Donc non seulement les productions qui créent de la polémique, mais en même temps, l'entretien de cette polémique est également analysé. Et donc je crois que là, en tant que citoyen, on doit être vigilant pour sortir de ces climats passionnés, parce qu'évidemment, le climat n'est pas bon en soi aujourd'hui. Et tous les produits qu'on doit analyser, on ne doit pas nécessairement les cataloguer pour ou contre, islamophobe ou pas, etc. Ça aussi, c'est un problème en soi. Donc la course au fait de cataloguer doit être également remis en question et on doit vraiment dépassionner, proposer du débat, c'est-à-dire inviter sur d'autres terrains, quoi. Et là, ça demande évidemment de créer une autre logique. Je cite, les gouvernements européens doivent se mobiliser davantage pour combattre les stéréotypes et préjugés négatifs contre les musulmans. Je ne citerai pas tout le texte, mais sous quels critères sont basées ces études pour en arriver à une conclusion pareille? Alors encore une fois, sur le droit international, sur le droit régional, si on veut, c'est-à-dire celui de l'Union européenne, et sur les législations nationales. Alors, pour prendre le cas de la Belgique, que je connais mieux, qui est un des pays qui est cité en exemple dans le rapport, qui a été analysé dans le rapport, ce que nous disons, c'est que, effectivement, il y a des préjugés à l'égard des musulmans un peu partout en Europe, et en Belgique certainement. 2, que lorsqu'on analyse la situation sur les lieux de travail,
et dans l'éducation sur les lieux de culte aussi, mais c'est un peu moins prononcé qu'en France ou en Suisse, eh bien, on constate qu'il y a des discriminations sur base de l'appartenance religieuse, ou en tout cas sur base du fait que l'on montre des signes d'appartenance religieuse. Et ça nous a semblé contraire au droit international. Alors là, il faut apporter quelques précisions quand même, c'est que, bien sûr, le droit international, le droit belge a eu très clair sur la discrimination au travail, par exemple. On ne peut pas interdire à une employée qui porterait le foulard de travailler dans l'entreprise, sauf si, évidemment, elle travaille dans un laboratoire et qu'elle risque de mettre le feu à son foulard en travaillant, ça c'est clair, c'est évident. Mais de là, par exemple, à dire, et d'ailleurs le Centre d'égalité des chances étant envers un procès, ou en tout cas envers une procédure contre Emma qui refusait d'avoir une caissière qui porte le voile, ça ne peut pas être un prétexte, par exemple, le fait que les clients auraient des sentiments négatifs à l'égard de l'entreprise parce que les caissières portent le voile, ça n'est pas un argument suffisant que pour refuser un emploi à une personne de confession musulmane qui le montrerait. À la publication de ce rapport, est-ce que vous avez eu un retour de reconnaissance éventuellement, ou un retour d'indignation pour certains? Donc on a eu d'abord des réactions des racistes primaires qui sévissent sur les forums d'Internet, et puis de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus organisée et beaucoup plus argumentée aussi, je dirais une bonne partie de la gauche laïque, ou des gens qui pensent que la Belgique, et c'est fort raisonnable, est un État laïque avant tout, et que donc pour qui il y a la religion par définition à quelque chose qui est aliénant, et qu'en plus, elle se marque par des signes comme le foulard ou certainement le niqab, c'est encore plus aliénant. On ne peut pas négliger, enfin, ils savent parfaitement leurs droits, hein, c'est un des droits internationaux d'ailleurs reconnus au niveau des droits humains, le droit de blasphémer est autorisé, est reconnu. Hein, et on est en train pour le moment de lutter contre une condamnation d'un Égyptien qui risque la peine de mort pour avoir, entre guillemets, blasphémé l'islam. Donc je pense que de ce côté-là, ils ont une réaction très très dure en disant, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les explications que vous pouvez donner, quelles que soient les règles du droit international, en gros, si une femme porte le foulard, ou certainement le niqab, hein, ça c'est vraiment le sommet, c'est soit parce qu'elle y est obligée, soit parce qu'elle est aliénée. Hein, et donc, voilà, c'est pas acceptable ni dans un cas comme dans l'autre. Et si on interdit ça, progressivement, ça va disparaître. Donc ça, c'est l'avis de beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui nous ont contactés en disant « Moi, je n'accepterai jamais qu'on autorise le niqab dans les rues à Bruxelles parce que je trouve ça totalement aliénant pour une femme, même si elle a choisi de le porter. » Donc ça, c'est une position qui peut être exprimée, qui est défendable, qui est tout ce qu'on veut, mais que nous avons reçue comme réaction. Nous avons reçu aussi des réactions de travailleurs sociaux sur le terrain qui nous disent « Faites attention, parce qu'il y a quand même dans la communauté des extrémistes et qui vont s'appuyer là-dessus pour obliger les femmes à porter le niqab. Vous leur donnez un argument pour leur obliger les femmes à porter le niqab. » Ce que nous disons d'ailleurs, j'en ai parlé avec des responsables d'un parti politique aujourd'hui, c'est de dire le problème avec la loi qui a été votée, qui est la loi sur la sécurité publique, mais qui est en fait une loi anti-niqab, c'est qu'elle consacre l'impunité. C'est-à-dire, elle punit les femmes au lieu de punir éventuellement ceux qui auraient obligé ces femmes à porter ce niqab. Vous avez eu des reconnaissances de la part de la population musulmane? Très peu. Très très peu. Enfin, franchement parler, on en a eu. Quelques-unes qui se sont exprimées sur le forum du site, qui nous ont envoyé des messages. Mais ça nous manque. On manque d'alliés à l'intérieur de la communauté. Né en Belgique, je suis né à Mechelen à Malines.
En 73, j'ai une formation d'assistance sociale et donc j'ai travaillé avant que je commence dans la politique. J'ai travaillé comme assistant social à Molenbeek-Saint-Jean jusqu'en 99 et pour le reste, je suis, comme vous dites, né en Belgique, un produit purement belge avec les deux communautés puisque j'ai passé une période à Malines, à Mechelen, où j'ai appris une partie de mon néerlandais, mais la plus grosse partie de mes études, je les ai fait en français à Bruxelles. Je suis actif dans la politique depuis l'âge de 15-16 ans. Et là où j'étais le plus actif, c'était en 91, quand il y a eu la crise du Golfe. Donc en 91, quand les troupes américaines ont envahi l'Irak. Donc j'étais un étudiant en réto et donc voilà, je suis devenu membre d'un mouvement qui justement luttait contre l'occupation américaine en Irak. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais lâché la politique. Et donc, depuis maintenant 99, j'ai commencé dans un cabinet ministériel pendant 5 ans. Et en 2004, j'ai été élu et c'est aujourd'hui ma 2e législature ici au Parlement bruxellois. Je ne suis pas né ici, mais j'habite Bruxelles depuis 1965. Donc ça fait 47 ans, j'ai grandi ici, j'ai fait mes primaires, mes secondaires, mes études supérieures, je travaille depuis 32 ans, je suis propriétaire de ma maison, j'ai 6 enfants, alhamdoulilah. J'espère vivre ensemble avec mes concitoyens belges. Moi je suis né à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre. Je suis un bon bruxellaire, malheureusement qui ne maîtrise pas le néerlandais. Mais je suis un bon bruxellaire, bruxellois. Et je ne suis que ça. Ik ben geboren Antwerpenaar, maar uitgeweken naar Boom. Maar ik merk ook wel vandaag dat men wel open staat voor diversiteit, maar heel veel bang heeft van zichtbare diversiteit. En ik vind dat wel jammer. Dus ik denk dat de Belgen of de Vlamingen overal in deze landje zich moeten gaan verruimen en denken van ja, die met een hoofddoek, dat is geen angstbeest. We zijn maar mensen van vlees en bloed. Klaar voor, tuurbak, peppertje, we zijn klaar voor, hoofddoek, kaasje. Beaucoup de discrimination en général par rapport aux minorités dans l'enseignement, sur le marché de l'emploi, le logement, etc. Mais aujourd'hui, on a quand même choisi de faire une action spécifique sur les discriminations à base des religions, plus spécifiquement sur les signes convictionnels qui sont de plus en plus interdits par des employeurs. Et en fait, on veut exprimer par plusieurs organisations que, en fait, pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup de clients aussi, ils n'ont aucun problème avec la diversité religieuse. De plus en plus d'employeurs font des interdictions formelles pour le port des signes convictionnels, soit pour toutes les fonctions, soit pour certaines fonctions. Souvent ils disent oui, mais les clients ne veulent pas ou les citoyens ne veulent pas. Et nous, on n'est pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de clients déjà qui n'ont pas de problème avec ça. On veut exprimer ça et en plus, évidemment, c'est un droit humain de pouvoir vivre sa religion. Me demander de m'intégrer, je dirais plutôt aux gens, comme ironiquement, comme Sarkozy le disait, la France tu l'aimes ou tu la quittes, eh ben, Bruxelles ou la Belgique tu l'aimes ou tu la quittes avec des femmes voilées, des noirs, des jaunes, toute la composante bruxelloise et belge qui existe. Comme il n'y a aucune définition de ce que c'est que l'intégration, au bout de 47 ans, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Parce que si vous voyez mes vêtements, ils viennent des mêmes magasins que mes concitoyens belges qui sont ici depuis 200 ans. Mes chaussures viennent sans doute fabriquées par des petits Vietnamiens. Mes lunettes, c'est des Ray-Ban aussi. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. J'achète mes aliments chez le magasin favori des Belges, c'est-à-dire Colruyt. Donc, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire s'intégrer. Je respecte la constitution belge, je respecte les droits belges, mais au-delà de ça, surtout à une époque où il y a une mondialisation et des mouvements des gens et des mouvements des marchandises et des idées à une vitesse Internet, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je n'ai même jamais su ce que ça veut dire s'intégrer, puisqu'il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'à s'intégrer. Ja, en ik denk dat vrouwen zoals wij meer moeten opstaan en meer op tafel moeten gaan kloppen en hun stem moeten doen verheffen, want als wij het niet doen veranderen, dan komt er geen verandering. J'aime pas ce mot intégration, je pense qu'ici on est chez nous, on est de la 3e, 4e génération.
Sauf que la différence entre un Belge chrétien, un Belge musulman et un autre qui est juif, ou qui soit orthodoxe, ou qui soit bouddhiste, peu importe, ou qui soit agnostique, je veux dire, on est tous des Belges. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'une fois pour toutes, ça rentre dans la tête de ces gens qui croient que nous sommes encore des gens qui vont un jour retourner, je ne sais pas, au Maroc, ou en Turquie, ou au Congo. On est chez nous, ici, et on prendra nos responsabilités. Ik denk niet dat er een islamofobie... Allee, dat ga ik niet zeggen. Ik denk eerder, ja, een beetje het onbekende, een beetje angst voor het onbekende dat er is, dat men niet goed weet. Of een beetje angst van, als we veel allochtonen op de werkvloer toelaten, dat gaat problemen geven met de andere werknemers. Ik denk dat het eerder een rationele ja, gedachtegang is dan wel... normaal gezien zou die er niks mee te maken mogen hebben. Hè. Maar ja, het is nu eenmaal zo dat er een angst is dat de klanten het niet willen. Maar dat is het grootste probleem eigenlijk. Ik bedoel, werkgevers zeggen van we hebben schrik van de klanten. Dat ze niet meer naar onze winkel gaan komen. Dus we verbieden elke vorm van religieuze symbolen. Maar ik vind dat de werkgever ook een beetje de verantwoordelijkheid heeft in de maatschappij. Om te laten zien, kijk, we zijn allemaal mensen. We wonen hier allemaal, dus... Allez. Het is wel zo. En als je kijkt naar de cijfers van de discriminatie, dan is er wel reële problemen rond discriminatie op de arbeidsmarkt voor meisjes specifiek die een hoofddoek dragen of die uiting geven aan hun moslimidentiteit. De vraag is alleen maar vandaag, hoe gaan we daarmee om? Want het gaat over discriminatie bij sollicitatie, het gaat over discriminatie om hoger te geraken, het gaat over discriminatie om naar school, dus educatie te volgen. Dus er zijn heel veel vormen van discriminatie die vandaag de dag bestaan, maar ook als je gaat huisjes zoeken, dus het is heel ruim. Vandaag gaan we ons vooral toespitsen op de werkstelling, omdat heel veel meisjes die gestudeerd hebben en die toch wel op een of andere manier een goede job willen hebben, vaak ook niet de kans krijgen om dat te doen. Wij hebben ervoor gekozen om dat ruimer te gaan inkleden, omdat de hoofddoek heel politiek getint is. Dus als je het over de hoofddoek alleen hebt, dan gaat het over moslima's, dan gaat het over heel veel negatieve dingen. Terwijl de boodschap van ons, moslima's, heeft ook te maken met hoe dat mensen met een tulband zich voelen, hoe dat mensen met een bepaalde geloof of religie zich voelen. Dus we gaan vandaag ruim, dus voor diversiteit, om ons verhaal ook mee waar te maken. Depuis 1 an et demi, j'ai commencé à porter le foulard et depuis ce temps-là, c'est devenu un peu difficile pour moi parce que je sens toujours la discrimination et le racisme dans mon travail, à l'université, partout. Je crois que ça a quelque chose avec le terrorisme et les médias qui veut toujours... je ne sais pas bien comment le dire en français, mais les médias veulent toujours montrer... een slecht beeld over de islam. Le musulman, ou plutôt la musulmane, aujourd'hui est sociologiquement la juive ou le juif des années 30. Et donc voilà, je suis ici pour ne pas être un complice de cette chasse aux musulmans qui existe aujourd'hui, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace privé. Les musulmanes en particulier, je parle pas des musulmans, mais les musulmanes sont les personnes les plus vulnérables aujourd'hui, sont les personnes les plus en insécurité et le danger de l'islamophobie est présent partout. C'est de l'avis d'Amnesty International tout récemment, c'est de l'avis de plusieurs personnalités, c'est de l'avis de tous les gens qui sont conscients et qui ne veulent pas masquer la réalité ou plutôt mettre un voile sur leurs yeux plutôt que sur leur tête. Oui, c'est un danger. Celui qui dit que l'islamophobie n'existe pas, c'est un complice de l'état de fait actuel. Nous sommes citoyens belges à part entière et donc il faut se battre pour les droits que nous avons acquis. Il faut se battre pour plus d'égalité sociale, pour plus de justice sociale, mais pour être traités vraiment comme des citoyens, pour des Belges à part entière et non des Belges entre guillemets comme certains laissent à le sous-entendre. Il y a toujours eu de la discrimination, peut-être on la voit, elle est peut-être un peu plus visible maintenant parce que les gens osent porter plainte et parce qu'on est beaucoup plus, on accepte moins que nos parents qui ont peut-être avalé des choses que nous on ne pourrait pas accepter de le faire et tout. Et je pense que cette discrimination a toujours existé, elle existera et continuera à exister. Simplement ce qu'il y a, c'est qu'on demande aux gens de porter plainte et de continuer à porter plainte et de reporter plainte. Et on a l'impression que ça ne sert à rien, mais effectivement à un moment donné, vous savez, quand une plainte vient d'Anvers, elle vient de Charleroi, elle vient de Liège, à un moment donné, les gens se posent la question de savoir, mais écoutez, vous pourriez me dire que celui-là est un menteur, celui-là est un menteur, celui-là est un menteur, mais ça ne peut pas être tous des menteurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement que les gens ont cette politique et cette
pratique de constamment porter plainte à chaque fois qu'il y a des discriminations. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est plutôt la banalisation du racisme. Quand on regarde en Europe, ici et là, vous regardez les résultats des élections en France, qui sont aussi inquiétants, parce que vous avez quand même une extrême droite et une droite qui s'est radicalisée de manière très dure à l'égard des musulmans, à l'égard des immigrés. Ça, c'est plutôt très inquiétant, effectivement. Les discours quasi xénophobes sont récupérés par des populistes qui n'hésitent pas à utiliser. Et donc, oui à la liberté d'expression, non au racisme, non au populisme, non à la xénophobie, non à la propagande de discours de haine. C'est contre ça qu'il faut vraiment lutter aujourd'hui. Les élections françaises, ces élections ont montré comme quoi, qu'on soit de droite ou de gauche, parce que on s'imagine qu'il n'y a que Sarkozy qui a épousé les thèses de l'extrême droite pour essayer de récupérer l'électorat de l'extrême droite, mais même à gauche, au centre, il y a eu des dérives où on a essayé de faire peur. On a essayé de faire peur à l'opinion publique. Rappelez quand même que pour dissimuler un dossier explosif qui concernait Sarkozy, je pense ici au meurtre des ingénieurs de Carassi, on a mis en avant le problème de la burqa, alors qu'on sait que ça concerne quelques personnes en France, comme un problème national qui a mobilisé l'ensemble de l'opinion publique. On a stigmatisé la communauté musulmane, et tout ça pour détourner l'attention de l'opinion publique par rapport à un dossier qui est beaucoup plus important que ce problème, je veux dire, cet épiphénomène qu'est la burqa. Et donc on n'hésite pas à essayer de trouver des boucs émissaires pour pouvoir justifier des politiques. Et malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un éternel recommencement. L'histoire se répète. On a connu ça à chaque crise. Et il faut quand même se rappeler que avant la Deuxième Guerre mondiale, ça a amené à un des plus grands désastres de l'humanité, le fait d'avoir stigmatisé plusieurs communautés, parce qu'il y a eu la communauté juive, mais il y a aussi la communauté de Tziganes. Il y a eu toute une série de communautés qui ont été stigmatisées et qui ont amené à un des pires génocides de l'humanité. En 2002, le terme islamophobie n'était même pas accepté par la société. Il a fallu attendre 2004 pour que la première fois on le voit que le MRAX mette en avant le fait qu'il y ait de l'islamophobie en Belgique. 2 ans ou 3 ans après, le Centre pour l'égalité des chances a également utilisé le mot islamophobie. Mais en 2002, on l'ignorait complètement. Donc je trouve qu'il y a déjà un progrès, c'est une reconnaissance de cette réalité. En 2007, eh bien, la loi Moureau, qui ne contenait pas les questions de discrimination pour des raisons religieuses, eh bien, était élargie à ces questions-là. Donc au niveau légal, je pense qu'il y a une progression. Vous savez, les entreprises en général privées, les entreprises d'État, même pas d'État, donc à titre privé, c'est elles qui engagent le plus de femmes qui sont justement voilées. Parce que eux, ça ne leur intéresse pas de quelle nationalité tu es. Il ne s'intéresse pas si tu portes un voile ou pas, ou que tu es un piercing. Ce qui l'intéresse, c'est son chiffre d'affaires. Mais quand l'État, le plus grand pourvoyeur d'emploi dans cette région, Bruxelles-Capitale, refuse des centaines de milliers ou des milliers de filles parce qu'elles portent le voile, il y a un sérieux problème. Une femme aujourd'hui qui sort dans la rue est constamment menacée par n'importe quel fou furieux qui risquerait de s'attaquer à elle. Et chaque fois qu'il y a un fou furieux, justement, qui passe à l'acte et qui tue, on le considère comme un fou isolé. Non, ce n'est pas un fou isolé. C'est un fou qui vit dans une société de malades, dans une société de fous, où quand on regarde la télévision, quand on regarde la presse, quand on écoute nos voisins, le musulman est la figure du terroriste qui est ici, qui a envahi l'Europe et qui est prêt à menacer les libertés de tous les citoyens. Donc ce n'est pas la personne qui passe à l'acte qui est fou, c'est toute la société qui est fou, qui est malade d'un symptôme qui s'appelle l'islamophobie. Comme à l'époque, il y avait un symptôme, c'était la judéophobie, et on sait ce que le nazisme a amené. Cette hypocrisie de l'interdiction du voile à l'école. En fait, il n'y a pas d'interdiction de voile à l'école. On donne l'appréciation à chaque directeur d'accepter ou non le port du voile dans son établissement. Est-ce qu'un directeur d'école est supérieur à la Constitution ou à la loi de ce pays? Non. Chaque directeur d'école est tenu à respecter la loi de ce pays, et la Constitution de ce pays, la Belgique, garantit la liberté religieuse en privé comme en public. Et c'est ça qu'on demande. Les gens ont peur de l'islam parce qu'ils ne le connaissent pas. Et parce qu'aussi certains individus montrent une image qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, il est important, effectivement, de comprendre, est-ce que l'islam a sa place en Belgique? Oui, l'islam a sa place en Belgique. Et effectivement, et à nous, effectivement, de montrer, effectivement, le mu'amala par notre comportement, que l'islam est un plus, est une plus-value pour ce pays. Et c'est ça qui est important. Et je pense que ce qui est malheureux, c'est qu'on ne voit pas assez le plus-value de cette communauté. Et pour le peu que la presse montre en avant, malheureusement, ce ne sont pas les images les plus positives, mais ce n'est pas grave.
Parce que, alhamdoulilah, nous sommes une communauté qui est importante. Moi, quand je discute avec mes collègues, avec nos comportements, les discussions que tu mènes avec eux, la manière dont tu réagis avec eux, je pense que déjà, indirectement, ils te disent, oui, mais attendez, parce que moi, j'ai un autre collègue qui est musulman et qui n'est pas comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une communauté importante et nous sommes tous un peu ambassadeurs de l'islam et nous avons tous nos responsabilités. Et oui, vous entendrez des gens qui diront, ah oui, mais l'islam n'a plus de place en Europe et tout. Eh bien, il y en aura qui penseront comme ça. Eh bien, s'ils pensent qu'ils n'ont pas leur place ici, c'est qu'ils doivent avoir un sérieux problème avec eux-mêmes. Je pense qu'il y a une réalité, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'islamophobie, elle existera et elle continuera à exister en Europe, mais je pense que le problème qui se passe, c'est que nous-mêmes, nous devons aussi être fiers d'être musulmans et de se dire effectivement, c'est quoi l'islam? Vous savez, quand moi je fais des débats, même ici au Parlement, quand je discute avec certains, il n'y a pas longtemps, quand j'ai dû intervenir sur un débat, où je dis oui madame, on peut être musulman et démocrate parce que je pense que vous avez un sérieux problème avec ça. Mais oui madame, je suis musulman et je suis fier d'être musulman. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je pense que les gens qui sont devenus cadres de société, qui sont présents, omniprésents, partout, parce que, alhamdoulilah, la communauté maghrébine, notamment en tout cas la maghrébine et la communauté maroco-musulmane ou arabo-musulmane, on est à tous les niveaux, que ce soit du ministère jusqu'au Parlement, que ce soit du conseil communal jusqu'à l'éboueur, ou que ce soit celui qui nettoie les pavés, ou que ce soit celui qui est architecte, médecin. On a, à tous les niveaux, nous avons des gens de la communauté. Mais nous avons aussi des gens qui ont malheureusement failli, qui sont en prison, qui ont volé, qui ont commis des délits. Nous avons aussi bien des gens qui sont en prison, nous avons des gens qui sont gardiens, qui les gardent. Nous avons des gens qui les arrêtent et des gens qui se retrouvent blessés à l'hôpital parce que telle ou telle raison. Il y a des gens qui ont le sida et il y a des gens qui les soignent. Nous avons dans notre communauté musulmane des gens à tous les niveaux. Et ces gens-là, ils doivent être fiers aussi. À un moment donné, dire « oui, je suis aussi musulman ». Et être musulman, c'est aussi partager avec l'autre. Et c'est que tu dois compter sur moi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la communauté belgo-belge a peur parce qu'elle se dit, est-ce qu'ils se sentent musulmans? Mais est-ce que c'est d'abord l'islam? Est-ce que pour eux, nous sommes vraiment des mécréants? Que nous sommes des moins que rien? Qu'effectivement, il n'y a que eux qui comptent? Ou est-ce que ce sont des gens qui travaillent pour ce pays, qui se disent, mais la Belgique, c'est notre pays? Et on n'acceptera pas que quelqu'un fasse du mal à ce pays. Et on n'acceptera pas que l'économie se casse. On veut effectivement que ce pays soit fort. Mais il faut qu'ils nous donnent notre possibilité, notre chance de pouvoir travailler avec eux. Ils doivent nous faire confiance. Et par exemple, un des beaux exemples qui a été, et j'ai eu beaucoup d'avis très positifs de gens, quand on avait fait l'appel aux mosquées pour ouvrir les mosquées pour les sans-abri. Vous savez quelle image ça a donné? Les gens disent, mais c'est ça qu'on veut voir de l'islam. Je dis, mais madame, on fait que ça. Mais est-ce que vous voulez le voir aussi? Est-ce que vous voulez voir que la communauté musulmane, c'est une communauté épanouie, ouverte, tolérante, qui paie des impôts et qui n'est pas là pour dormir et glander dans les coins de rue? Et que ces jeunes-là qui sont là, ce sont des jeunes, effectivement, qu'on doit essayer de sortir de la rue. Vous savez, moi, je suis rentré en politique pour changer ce qui va mal. Je ne suis pas rentré pour parler de ce qui va bien. Ce qui va bien, tant mieux, il faut qu'on en parle, c'est important. Et il y a des gens qui le font très bien et mieux que nous. Moi, je suis rentré en politique pour changer ce qui va mal. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans certains quartiers, on doit s'en occuper. Mais il faut que notre communauté comprenne que quand je m'attaque au problème de drogue à Molenbeek, c'est pas parce que je suis une balance, pas parce que j'ai envie de faire plaisir à Paul, Pierre, Jacques, mais parce que d'abord, ce sont aussi nos enfants qui sont en train de crever les uns après les autres. Ce sont nos enfants qui sont en train de mourir les uns après les autres. Ce sont nos mères qui sont en train de souffrir, en train de faire la fête dans les pieds à prison à Saint-Gilles et à Forêt. On leur demande, madame, reculez et mettez-vous le four là derrière les oreilles, madame, parce qu'on ne voit pas votre visage. Et c'est le message qu'on veut passer aux gens. Et quand je m'attaque à la délinquance dans certains quartiers à Molenbeek, je ne vise pas la communauté marocaine. J'attaque le problème de la délinquance. Quand j'attaque l'extrême droite ici au Parlement, je ne vise pas la communauté belge. Je vise l'extrême droite, je vise le racisme. Mais ce racisme-là, si je le retrouve, que ce soit dans la communauté marocaine, turque ou congolaise, eh bien je le condamne autant que je le trouve chez la communauté belgo-belge. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Ici, c'est notre pays. Et effectivement, la différence entre Paul, Pierre, Jacques, Mohamed, Rachid et d'autres, eh bien, dans les Mohamed et dans les Rachid, eh bien, on aura un qui sera peut-être encore croyant et l'autre qui ne le sera pas. Mais moi, quand je parle au Parlement et quand on me dit, par exemple, je reviens sur la question du voile, quand on me dit, oui, monsieur Haïdar, nous avons plein de personnes de la communauté musulmane, des femmes qui disent que ce n'est pas obligatoire. Je dis, oui, c'est possible, monsieur. C'est possible. Mais moi, je ne parle pas pour eux. Moi, je parle pour le... S'ils ne sont que 1000, s'ils ne sont que 1000, je ne parle que pour ces 1000 femmes, monsieur, qui, eux, demandent un peu de respect. Alors, autant vous demander, effectivement, de pouvoir émanciper, de pouvoir avoir des droits pour des communautés qui existent, pour qui s'appellent A, B ou C, on peut les appeler comme on veut. Eh bien, ces gens-là veulent des droits, pourquoi est-ce qu'on les refuse à ces gens-là? Donc, à un moment donné, je pense que nous, en tant que musulmans, nous avons aussi le droit de prendre notre place. Mais malheureusement, nous ne la prenons pas. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est terrible, dans la télévision, la droite, on n'entend que. Je dis non, non. Le problème, c'est pas qu'on n'entend que la droite. Le problème, c'est que la gauche tient un discours de droite.
C'est ça le gros problème. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la gauche, on ne les entend pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est pas que l'islam n'est pas présent et qu'elle n'est pas épanouie, c'est parce que les musulmans, on ne les entend pas. Et malheureusement, quand on les entend dans des choses, dans les solidarités négatives. Et à un moment donné, on doit pouvoir les condamner. Et je vais vous donner 2 exemples. Un jour, il y a une chaîne de télévision qui m'a invité, c'est un exemple que j'aime bien donner. Une dame qui m'a dit, écoutez, monsieur Haïdar, c'était dans l'affaire Belirach. Et on parlait de terrorisme en Belgique et tout. Et elle me dit, vous qui êtes musulman pratiquant, et alors d'abord, elle n'a même pas le droit de me poser la question en plein studio. Elle me dit, monsieur Haïdar, une dernière question avant de quitter le studio. Elle me dit, vous qui êtes musulman pratiquant, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a voulu faire un attentat à Bruxelles? Et je suis resté très calme, très zen. Et je dis, oui, madame. Enfin, au rez-de-chaussée où j'habite, il y a un gars qui veut mettre une bombe dans le métro. Mais il ne faut pas vous inquiéter, madame. Parce que vous allez prendre votre voiture, vous allez partir en Flandre. Mais moi, c'est ma mère qui va mourir. Est-ce qu'elle prend le métro tous les jours ici à Bruxelles? Vous croyez quoi, madame? Vous croyez qu'on va entendre des gens qui vont faire un acte terroriste qu'on va laisser faire? Vous nous prenez pour quoi? Mais ça dit déjà beaucoup du fait que les gens sont malades. De croire effectivement qu'il y a une communauté qui est ici, qui va entendre qu'il y a des gens qui veulent faire des délits et qu'on va laisser faire. C'est terrible. Et donc, il faut urgemment corriger ça. Mais pour ça, ils doivent nous donner la possibilité de pouvoir le dire et le redire. Il y a un dernier exemple. Un jour, je vais dans un débat télévisé, c'était sur les cartoonistes des prophètes sallallahu. Il y a une dame qui m'a dit, oui, nous avons appris, monsieur, via la presse, que vous étiez prêt à contribuer, à payer un avocat pour justement porter plainte contre ce caricaturiste qui a dessiné ou a voulu dessiner le prophète sallallahu. J'ai dit, oui, madame. Alors elle me dit, oui, mais monsieur Haïdar, on a quand même le droit, c'est la liberté d'expression et tout. Je dis, oui, madame, la liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Mais vous me faites mal. Vous marchez sur mes orteils et vous me faites mal. Et je vous dis d'arrêter, vous continuez. Et vous me dites, non, non, mais c'est la liberté d'expression, je fais ce que je veux, et quoi, tu vas me faire quoi? Non, madame, je vous dis arrêtez, vous me faites mal. Cette personne, elle est aimée par plus d'1 milliard de personnes sur Terre. Donc je vous demande d'arrêter ce que vous faites. Mais non, vous continuez quand même. Et vous savez, à un moment donné, la dame me dit, oui, mais monsieur Haïdar, alors pourquoi est-ce que quand on parle de ça, vous ne condamnez jamais? Je dis, madame, on n'arrête pas de condamner. Le terrorisme est tout le temps condamné. Tout le temps, mais vous ne voulez pas le voir. Regardez la MBC, regardez Jazeera, regardez les chaînes marocaines. Madame, il y a des manifs dans le monde entier. Vous savez, les cimetières, madame, ils sont pleins des gens arabophones. Ce sont des gens qui sont de la conviction musulmane qui sont morts. Les plus grandes victimes de ce terrorisme, c'est d'abord les musulmans. Nos cimetières sont pleins. Mais vous ne voulez pas l'entendre, madame. Ah, monsieur Haïdar, mais c'est dans les chaînes arabes, moi je ne comprends pas l'arabe. Et tout le monde s'est mis à rigoler dans le studio. Je dis non, madame. C'est pas que vous ne comprenez pas l'arabe, mais vous ne voulez pas le comprendre. Parce que Oussama Ben Laden, madame, quand il dit quelque chose, vous l'avez traduit en 165 langues. Mais quand effectivement des choses positives viennent de la communauté musulmane, vous ne voulez pas l'entendre.